Mélisse de Carangal, bonsoir. Je suis vraiment ravie de vous accueillir à Nancy ce soir. Vous faites partie de ces écrivains qui, par la beauté, la minutie, la poésie de leur écriture, incarnaient la relève de notre littérature. François Abunel, il y a très peu de temps, disait avec beaucoup de justesse que vous la revitalisiez même, cette littérature. Alors je suis très heureuse que la parution cet automne d'un livre petit par son nombre de pages, 75, mais tellement fort, tellement intense, à ce stade de la nuit, soit l'occasion de cette conversation autour de votre conception du roman et autour aussi bien sûr de votre œuvre, puisqu'on peut déjà parler, vous concernant Mélisse, d'une œuvre. Alors, à ce stade de la nuit, et le 8e livre que vous publiez aux éditions Verticales, je ne vais pas maintenant citer les 7 précédents, puisque nous allons les évoquer certainement au cours de notre rencontre. Je vais quand même rappeler, bien sûr, en 2010, le livre qui vous a fait connaître du grand public et qui a obtenu le prix Médicis, Naissance d'un pont. Et puis, en janvier 2014, le somptueux texte que vous avez signé, qui a été récompensé par 11 prix littéraires et connaît toujours un succès international, Réparer les vivants. Réparer les vivants, avec ce titre extrait d'une phrase de Platonov, de Tchekhov, Enterrer les morts, réparer les vivants. Ce livre qui est comme une chanson de geste sur la migration d'un cœur, sur le don d'organes. Nous en parlerons bien sûr tout à l'heure parce qu'on ne l'oublie pas même longtemps après en avoir fermé la dernière page. Alors, on vous connaît peu, Mélisse, c'est votre souhait et je vais bien sûr le respecter. On a quand même quelques éléments de biographie vous concernant. Vous êtes né à Toulon, vous avez grandi au Havre et vous me semblez bretonne jusqu'à la dernière lettre de votre nom. Et puis, et peut-être surtout pour l'imaginaire que cela a dû représenter pour vous, vous avez un père et un grand-père qui ont été capitaines au long cours. Alors, en ouverture de cet entretien, 2 ou 3 petites questions très, très simples, un peu personnelles, mais pas par indiscrétion, simplement pour mieux comprendre votre écriture. Ce goût des mots que vous possédez tellement et qui fascine tant vos lecteurs, d'où vient-il? Est-ce qu'il vient de vos parents, de votre enfance, de vos lectures? En fait, est-ce que vous faites partie de ces auteurs qui ont toujours su, parce que c'était une évidence, qu'ils allaient écrire? Alors non, j'ai pas de belle histoire de vocation précoce à raconter. Cela dit, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où il y avait des livres. J'ai une grand-mère qui lisait énormément. Mon grand-mère écrivait aussi des poèmes, etc. Et voilà, j'ai quand même baigné dans une maison où j'ai grandi dans une maison où il y avait des livres et j'ai été quand même très lectrice. Ça, en revanche, de façon assez précoce. J'ai toujours beaucoup lu. Et je pense que déjà, on écrit aussi dans le sillage de ses lectures, enfin dans l'impulsion de ses lectures. Mais moi, je n'ai pas le souvenir de m'être dit, voyez, je serai écrivain, ou alors cette idée de la vocation comme un appel, hein, l'idée de la voix, vocare, la vocation, il faut... quelque chose vous appelle à être écrivain. Moi, j'étais assez dispersée. J'étais une étudiante assez dispersée. Et en même temps, quand même, j'ai plutôt eu une formation littéraire, puis vers les sciences humaines. Et j'étais quand même tout de suite confrontée à des textes, de la lecture, etc. C'était quand même ça qui me guidait. Et puis par la suite, quand même... J'ai travaillé dans l'édition, je suis rentrée chez Gallimard vers 22-23 ans, Gallimard Jeunesse, et j'ai été éditrice de guides de voyage. Et ça, c'est un métier qui, je pense, fait un peu empreinte dans mon travail, dans la mesure où il s'agissait ce rapport à la carte, à la carte,
à l'espace, sans doute au voyage, au nom propre, parce qu'évidemment c'était des guides, donc on travaille sur de la toponymie, etc. Et puis il y avait l'idée que voilà, je collectais des textes, et déjà parfois il fallait les harmoniser pour que justement le livre ait son unité, qu'on ne sente pas, si vous voulez, 20, 30 écritures différentes. Donc il y avait un travail déjà du texte. Et vous voyez, c'est quand même, j'étais très très proche déjà j'étais en contact avec le monde de l'édition, et j'étais très proche d'une pratique quotidienne quand même, d'une écriture qui restait documentaire. Après, j'ai été éditrice pour la jeunesse, mais j'étais aussi dans les collections documentaires, c'est-à-dire vraiment pas la fiction, plutôt la façon de nommer le monde et de se l'approprier, les pyramides d'Égypte, les mammifères marins, plutôt les arbres de nos forêts, c'était plutôt des livres comme ça. Je travaillais pour les enfants de 7 à 10 ans. Et en fait, je pense que tout ça m'a construit énormément, à la fois ce travail dans l'édition et puis cette formation plutôt intellectuelle et liée quand même à toujours en présence de textes, de livres et évidemment de la fiction, mais pas littéraire pur sucre, j'allais dire. Je suis tournée vers l'histoire, la philo, j'ai fait un peu d'ethnologie. Et puis voilà, cette famille quand même où il y avait des livres et où on racontait des histoires, on se racontait beaucoup les livres qu'on lisait. Puis il y avait les récits de voyage, j'imagine. Et il y avait les récits de voyage, oui. J'ai retrouvé que vous avez répondu à François Bunel encore une fois, lorsqu'il vous a demandé quel livre avait changé votre vie. Que vous aviez 13 ans et que... Alors, ça n'a pas du tout un récit de voyage, là. Non, mais en fait, c'est un livre que j'ai lu dans le train Le Havre-Paris, parce que c'est Paubouille, je disais, c'est ce livre Zola que ma mère me donne à 13 ans, parce que je demandais un livre pour partir, passer les vacances de la Toussaint à Paris. Et Paris, c'était... Bon, c'était... À l'époque, quand même, on bougeait pas mal, mais vous voyez, aller à Paris à 13 ans toute seule, une semaine, c'était un peu une fête. Et j'ai dit, mais j'ai pas de livre. Et ma mère me donne Paubouille. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'était une lecture qui tranchait beaucoup des lectures d'avant, qui étaient plutôt des lectures liées en fait à l'effet de traîne de l'enfance, c'est-à-dire toutes les bibliothèques roses, vertes, rouges et or, etc. Et puis après, on rentre dans des textes plus patrimoniaux. Et puis il y a Zola fiction qui apprend la vie. Fiction, voilà. Et surtout, exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que moi, je pense que j'ai conservé de cette première lecture exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire l'idée que la fiction est une forme de la pensée, est une forme en tout cas, qui vous donne accès au monde. Et que, en fait, c'est quand même l'idée que, par le biais de cette forme qui est du faux, enfin, vous voyez, qui est une histoire, en plus la fiction c'est une autre planète, on invente des gens, on leur donne des noms, on invente des lieux, on invente des situations, et en même temps on connaît le monde à travers la fiction, ce qui a un rapport à la littérature, vous voyez, un peu qui excite la curiosité quand on est, et je pense qui se noue beaucoup à l'adolescence, quand on ne connaît pas encore, vous voyez, quand on se demande un petit peu à quoi ressemble le monde, à quoi ressemble la vie, l'amour, je sais pas, la violence, la sexualité, etc. Ça peut passer par les livres. Et moi, je pense que j'ai conservé ça dans mon travail d'auteur, c'est-à-dire l'idée que il y a une idée de la connaissance, c'est-à-dire que lire une fiction avec des personnages, avec des situations inventées, permet aussi d'acquérir une forme de savoir. En tout cas, l'écrivant, moi j'ai l'impression d'en acquérir un. Oui, qu'est-ce que c'est un bon roman pour vous ? Pour moi, un bon roman, c'est d'abord c'est un livre qui instaure un monde, qui instaure un paysage. C'est-à-dire c'est un livre qui instaure un mouvement qui vous déplace et finalement vous permet de faire retour dans votre vie plus riche, plus conscient. C'est aussi une expérience de la beauté. On n'en parle pas souvent parce que l'idée de la beauté, c'est une idée un peu difficile à manipuler, parce qu'on dit, ah oui, mais alors les goûts, tous les goûts sont différents, c'est quoi la beauté ? Mais quand même, pour moi, dans l'idée d'écrire et dans l'idée du roman, tel que je me le représente, il y a quand même beaucoup cette idée de la beauté. Mais pour moi, ça permet, un vrai roman me permet de revenir, vous voyez, de faire une espèce de boucle et de revenir
dans la vie de tous les jours, lester de quelque chose qui est plus riche, et je suis très attachée à la fiction. Enfin, j'ai un travail qui est vraiment un travail de fiction. Alors, votre premier roman, vous êtes aux États-Unis. Oui. Et en fait, quand même, il y a eu un moment où en fait, j'ai quitté Gallimard pour 1 ou 2 ans, voilà, à la suite d'histoires personnelles. Et en fait, je me suis retrouvée dans une petite ville du Colorado, un peu désœuvrée. Et je me suis, en fait, j'ai voulu ressaisir. Je me suis dit, mais ça, il faudrait que j'écrive quand même toutes ces histoires que je rencontre dans le travail d'éditrice de guide. Parce que effectivement, on allait sur le terrain, il y avait toujours des tas d'histoires liées à des tas de bâtiments. Et j'ai fait beaucoup de rencontres pendant ces années où voilà, on visite des lieux, des monuments, on rencontre des gens, on est initié à des pratiques. Enfin, il y a une idée de pénétrer des territoires via des réseaux d'associations, des érudits locaux, des universitaires. Enfin, c'est un métier très riche. Et je me suis dit quand même, là, ça serait peut-être le moment de ressaisir tout ça, et je voudrais écrire une histoire. Et en fait, mon premier livre, c'est un roman qui, en même temps, mobilise des thèmes plus autobiographiques. En fait, il y a des figures familiales qui le traversent. Mais si vous voulez, c'est un livre que j'ai écrit sans aucune, dans une espèce de simplicité. Je marche sous un ciel de traîne. Je marche sous un ciel de traîne. C'était très, j'allais dire, profil bas. J'avais assez peu. Aujourd'hui, par exemple, je connais bien ce qui se publie, je connais bien la littérature contemporaine qui est publiée en France. Enfin, je la lis, etc. À l'époque, je lisais un peu les têtes de... Enfin, vous voyez, je sais pas, Annie Ernaux, Patrick Modiano, des gens importants, Jean Echenoz, des gens qui étaient déjà très connus. Mais si vous voulez, j'étais pas du tout dans une... D'abord, je n'étais pas très cultivée dans ce sens-là. Et surtout, je l'ai écrit de façon très simple, assez profil bas, c'est un livre qui ne regardait pas vers la littérature quand je l'ai écrit, je voulais simplement raconter une histoire qui se passait dans un lieu que je connaissais, qui pourrait mettre en scène comme ça un garçon un peu en panne et une fille qui fait des guides de voyage. Alors, il y a eu un premier roman, mais il y en a eu d'autres derrière. Donc, il y a eu un déclic là qui s'est fait. Vous avez ressenti l'euphorie de la création. Voilà. Oui, exactement. Non, en fait, si vous voulez, moi, c'est la vocation qui vient dans l'après-coup. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, enfin, la façon dont je me représente ce moment au Colorado, c'est aussi que je mets en place immédiatement, mais quasiment dans la première semaine. Donc j'avais toutes ces journées disponibles. C'est des situations qui sont très rares dans la vie. J'étais déjà assez âgée, enfin, j'avais 28-29 ans, je veux dire par là, j'avais pas non plus 20 ans, j'avais déjà un petit garçon, ma vie elle était déjà un peu dessinée. Et en fait, voilà, j'ai mis en place dès les premiers jours des pratiques en termes d'écriture qui n'ont quasiment pas varié, notamment la séquence très longue et très intense, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir du tout écrire sur 1 heure ou 2, mais qu'il faille toujours que quasiment on mobilise la journée, le fait d'être dans une régularité d'horaire, et des choses comme ça. Et en fait, ce que j'ai éprouvé en fait, dans l'écriture de ce premier livre a été si intense comme rapport au monde et aussi comme rapport au langage, parce que ce langage, voilà, l'écriture, tout ce que je manipulais comme texte, etc., jusque-là, tout d'un coup, via la fiction, il y a autre chose qui se met en place, que je découvre, et vraiment, je pense que je n'ai plus jamais cessé de frayer un rapport quotidien à l'écriture dans ma vie depuis presque 20 ans. Et alors, c'est quotidien, pas au sens où j'écrirais tous les jours, mais au sens où tous les jours j'y reviens, que ce soit justement en écrivant ou en relisant, ou en prenant des notes, ou en y réfléchissant, etc. C'est-à-dire que, et évidemment, les moments d'écriture sont vraiment ce pourquoi on continue. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent un premier texte, mais pour moi, ce qui est intéressant, c'est pourquoi un deuxième, pourquoi on y revient, pourquoi on continue. Surtout que, a priori, ça ne me convient pas trop, parce que c'est aussi
vous voyez, on est assis toute la journée. Enfin, c'est pas physiquement, c'est un peu dur, vous voyez, d'être toute la journée. Quand on passe 6 ou 7 heures devant un ordinateur, moi, j'avais plus besoin de me dépenser. Vous voyez, donc pour le coup. Et en fait, voilà, tout a été. Cette première expérience, quelle qu'elle ait été, quoi que ce livre soit, elle a tout emporté et elle a inscrit une pratique, et il y a eu d'autres livres ensuite. Alors, il faut que l'on parle justement du rituel qui précède et qui accompagne chez vous la naissance d'un livre, parce que c'est vraiment très intéressant et très rare aussi que ça se passe comme ça. Je vous ai vu tout à l'heure, vous êtes arrivé par le TGV de 15h50, je vous ai vu, place Stanislas, nous étions attablés à un café, sortir votre carnet, prendre des notes et travailler. Vous travaillez, semble-t-il, partout, dans les trains, dans les cafés, avec facilité, mais l'écriture d'un livre commence par, comme aurait dit Virginia Woolf, une chambre à soi. Vous avez une chambre qui est consacrée oui. Au livre, en fait, dans laquelle personne ne va. Oui, c'est lié au fait que j'ai une vie de famille, en fait, avec une famille nombreuse quand même. Et si vous voulez, j'ai eu besoin, enfin j'ai eu instinctivement l'idée que très vite, il fallait que je sépare quand même, en tout cas que je m'octroie une place absolument privée, c'est-à-dire pas secrète au sens où c'est pas non plus le temple, etc., le naos où personne ne peut rentrer, mais en revanche un endroit à moi, et en fait qui n'est pas un endroit, qui n'est pas chez vous, qui n'est pas chez moi. Et c'est pas mal parce que au-delà du fait que c'est une pièce qui est donc un lieu où je peux aussi entreposer, avoir mes livres, mes papiers, etc., ça met en place un circuit un peu mental qui est voilà, des histoires de sas, c'est-à-dire que je quitte la maison, je me rends dans cette chambre, tout se met en place dans les trajets, et puis, si vous voulez, c'est l'idée de s'arracher, de passer quand même d'un lieu à l'autre. Parce que moi, je n'ai pas du tout la possibilité d'être tout le temps dans cette dynamique d'écriture. Et il y a des moments dans la journée où c'est absolument pas possible, et où même ça ne m'intéresserait pas, dans la mesure où je pense que quand je suis chez moi, je suis chez moi, il se passe autre chose, je vis avec d'autres personnes, et ces personnes-là me requièrent totalement. Mais en revanche, de la même manière, il y a une espèce de bipartition dans cette vie. Il y a cette chambre qui est à l'extérieur, qui a, je sais pas, 20 minutes, 3 stations de métro, et là, c'est autre chose. C'est un lieu qui est organisé aussi totalement en fonction du travail. Et avec un bureau qui tourne le dos à la fenêtre, ouais, c'est vrai ? Oui, avec un bureau qui tourne le dos à la fenêtre. Et aussi avec la possibilité d'en disposer, si vous voulez, totalement. C'est vrai que quand j'ai découvert le texte de Virginia Woolf, en fait, j'avais déjà cette chambre, etc. Et je me suis dit, c'est vrai, alors c'est peut-être quelque chose d'un peu... moi, c'était extrêmement conduit par cette histoire d'être aussi une femme et d'avoir une vie de famille, de devoir m'occuper des enfants, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui est... voilà, j'ai trouvé une espèce de système pour donner toute la place que requiert cette histoire de s'engager dans un roman, ça demande quand même une disposition pendant le temps où le roman s'écrit, vraiment, c'est-à-dire on rentre dedans et là on pourrait presque dire, vous voyez, abattre des pages, hein, c'est-à-dire qu'on y va vraiment. Là, c'est quand même une vie un peu différente qui se met en place, de grande concentration, et ça demande, voilà, pour moi en tout cas, une constance, une régularité, quelque chose qui doit de toute façon coexister avec la vie qui est la mienne, en fait. Et quand vous commencez à réfléchir à un projet littéraire, et nous allons par exemple parler de Réparer les vivants, vous prenez des livres pour accompagner, une quinzaine de livres qui vous accompagnent et qui ne sont pas forcément que des livres de documentation. Non. Vous lisez en écrivant. Oui, alors en fait... il y a eu un moment où j'ai commencé à... En fait,
je travaillais le livre avant de l'écrire. Il y a toute une période comme ça qui est une période où le désir du livre monte et où il se cristallise, où il va. Et pour moi, ça correspond à un moment assez euphorique, hein, qui est ce moment où l'on piétine et où en même temps on chauffe, on se chauffe, hein, un peu. Ça pourrait correspondre à un peu comme du sport, hein. Et en fait, moi, je mets en place une petite collection, c'est-à-dire une collection de livres en fait qui, évidemment, qui vient pas de nulle part, mais qui sont des livres que j'identifie comme ayant un rapport avec celui qui m'anime ou celui qui va venir ou celui qui commence à sédimenter. Et alors parfois c'est un titre, parfois c'est juste parce que c'est un auteur dont l'écriture me passionne, et parfois c'est vraiment des livres documentaires, des atlas, des cartes, des manuels techniques, etc., ou des livres qui traitent exactement de ce qui pourrait m'intéresser. Par exemple, dans Réparer les vivants, il y avait la question de la assez mystérieuse pour moi quand j'ai commencé à l'écrire, qui était la question de la mort encéphalique. Et c'est vrai que c'était absolument pas possible de la court-circuiter. Donc il y avait des livres dans cette collection qui pouvaient vraiment traiter de l'aspect, comment l'homme accueille et se représente la mort. Donc il y avait par exemple les livres de Philippe Ariès, mais par exemple c'est aussi le moment où j'ai repris un recueil de Villon qui a été tout le temps présent, et d'ailleurs il est présent dans le roman, et ces livres parfois ils créent des échos directs dans le roman, mais souvent c'est le rapport que moi j'établis entre eux qui fait que je suis déjà finalement un peu en train d'écrire le livre. Pour moi c'est une période c'est une période assez formidable où on est dans l'attente, vraiment dans le désir du livre qui va s'écrire, et pour moi je considère que je suis déjà en train de l'écrire au moment où je rassemble ces livres autour de moi, et qui vont, cette quinzaine de livres, je les connais déjà, souvent, donc je vais les chercher, et puis il y en a quelques-uns que je découvre aussi, et cette collection, elle ne va pas varier, c'est des prélèvements dans des bibliothèques ou des livres que je vais trouver en librairie, etc., mais ça varie assez peu, ou alors c'est que je change de projet, mais sinon, c'est une collection assez stable. Quand elle est trop importante, c'est un problème, parce que ça devient un peu confus. Une quinzaine de livres, une 12-15, c'est parfait. Alors, donc j'écris à travers ces livres-là. Vous écrivez à travers ces livres. À travers ces voix. Et vous n'écrivez pas un premier jet que vous raturez, mais non. Au contraire, vous écrivez très régulièrement, ouais. Petit à petit. Ouais. Ça, c'est très rare. Alors, je ne dis pas que je ne retravaille pas les textes. Si vous voulez, je pense que je le retravaille dans la mesure où je le relis, je peux traquer les doublons, par exemple les mots qui se répètent, une phrase bancale, quelque chose comme ça. Mais si vous voulez, je n'ai pas ce qu'on appelle un premier jet. J'écris directement le roman. Donc sereinement en même temps. Vous n'êtes pas dans la littérature souffrance. C'est aussi parce que, si vous voulez, je vais faire le geste un peu comme ça, parce que comme je travaille sur ordinateur, si vous voulez, le fichier, il défile dans la verticalité. Et je ne peux pas continuer à écrire... si pour moi, ça n'est pas calé presque parfaitement en amont. Vous voyez, c'est pas possible. Donc, le texte, il se dépose dans la forme, parce que moi, j'écris dans la forme. C'est très important. Vous voyez, je ne pourrais pas me dire, bon, ça, je règle plus tard. Bon, là, ça ne va pas, je passe à autre chose. Non, je m'arrête. Et parfois, alors c'est vrai qu'il y a des journées où c'est vrai, ça, les journées sont assez différentes. Des journées où on peut écrire une dizaine de pages, ce qui est beaucoup, et des journées où... on peut passer 3-4 heures sur 7-8 lignes qui vous résistent. Mais je n'avance pas, je ne vais pas plus loin tant que, au-dessus de moi, c'est-à-dire en amont du fichier, les choses ne sont pas totalement calées. Alors,
vous parliez tout à l'heure de changer de projet, réparer les vivants, vous l'avez dit plusieurs fois, donc je pense qu'on peut dire que est venu d'un deuil que vous avez eu. C'est donc la mort d'un jeune homme, la mort cérébrale, qui permet un don d'organes, et ces 24 heures de la vie, entre guillemets, de ce cœur, avec ce collectif, comme une chanson de geste de toutes les personnes, les médecins, les infirmières, les parents, bien sûr, qui vont intervenir. Vous êtes un écrivain de la retenue, c'est un livre bouleversant. En même temps, j'imagine que c'est un peu un livre thérapie pour vous. Alors, je pense que je l'ai... Si vous voulez, c'est vrai que ce livre, il est quand même une bifurcation. C'est-à-dire que moi, je commençais un autre projet de livre, et puis voilà, il y a eu cette mort qui est intervenue, cette personne qui est morte, et si vous voulez... très simplement, et je ne pouvais absolument pas continuer ce que j'étais en train de faire comme si de rien n'était. Enfin, ce n'était pas possible. Donc, il y a eu quelques semaines comme ça où j'étais assez sidérée, assez voilà, démunie. Et puis, j'avais écrit un texte en 2007 pour Vertical, un tout petit texte qui était déjà une version, alors là, sur 3-4 feuillets, dans un collectif qu'on avait travaillé avec Bernard Ouellet, où tous les auteurs de Vertical proposaient un texte pour fêter les 10 ans de la maison. Et ce petit texte s'appelait « Cœur de nageur pour corps de femme compatible ». C'était déjà l'histoire d'une transplantation. Et si vous voulez, ce motif du cœur, en fait, parce que cette personne, je l'aimais, cette personne qui est morte, et si vous voulez, et le fait qu'elle soit morte d'un infarctus massif, vous voyez, cette histoire de cœur a magnétisé un peu toutes les représentations que je me faisais un peu de cet épisode de ma vie. Je voyais, il y avait vraiment ça mettait vraiment en scène un cœur humain. Et du coup, j'ai repensé à ce texte de la transplantation, et je me suis dit, je vais écrire le roman d'une transplantation cardiaque, mais un vrai roman, c'est-à-dire je vais tout déplier. Et je ne dirais pas que j'ai donné à ce livre une fonction de thérapie, mais en revanche, je pense qu'il a, pour moi, si vous voulez, c'est l'expérience de la mort que j'ai faite et qui prend forme dans le langage. C'est-à-dire, c'est la forme que j'ai donnée dans le langage à cette expérience privée. Et pour le coup, c'est vrai que je ne pouvais pas continuer peut-être cette vie d'écrivain sans donner une forme à ce qui m'arrivait. Et ça a pris cette forme-là, alors que l'histoire personnelle que j'ai vécue ne mettait pas du tout en scène une transplantation cardiaque, etc. C'est vraiment très métabolisé. Mais en revanche, il s'agit quand même de donner une forme à cette expérience. Et ensuite, c'est vrai que le texte, il fonctionne un peu comme une espèce de tragédie à l'envers, c'est-à-dire qu'on rentre dedans par la mort, et puis en même temps, le texte écrit à rebours d'elle, puisqu'il s'agit de finalement que quelque chose soit sauvé de enterrer les morts, réparer les vivants. Et qu'on répare cette femme. Est-ce qu'il y a chez vous, parce que ce sont des romans qui font réfléchir, est-ce qu'il y avait chez vous en même temps l'envie de donner un message sur le don d'organes ou pas du tout? Non, pas du tout. Mais si vous voulez, c'est-à-dire que j'avais pas du tout conscience que ce livre pouvait d'ailleurs être lu comme un texte presque militant. De fait, je pense qu'il est... Je ne dis pas qu'il est militant, mais en revanche, ceux qui le lisent souvent s'interrogent, se disent qu'est-ce que je ferais moi? Et c'est déjà une première question qui concourt au fait d'accroître les dons. Parce qu'en fait, le problème, c'est que souvent, on ne se pose pas la question, et que donc le fait que les personnes qui meurent ne laissent pas de consignes font qu'ensuite les familles parfois ne se mettent pas d'accord. Et vous voyez, il faut se poser la question. Donc au moins, ce livre, il formule une question.
Et ensuite, dans cette idée qu'il est écrit un peu à rebours de la mort, et cette idée du chant qui monte dans le livre à partir de la deuxième moitié, on va dire, hein, enfin, le chardonneret, le chant de la fin, etc. Il y avait l'idée que moi, je voulais sans doute chanter, donner un chant de réparation pour cette personne, pour mes proches, pour ma mère, enfin voilà. Alors, j'ai retrouvé une citation de vous sur ce livre. Vous disiez, quand j'ai commencé ce livre, je me suis dit qu'il était important d'écrire contre soi. Ça veut dire quoi ? Oui, parce que je pense que, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est dans l'écriture, c'est pas de glisser vers les endroits où l'on est forcément en majesté, où l'on est à l'aise, etc. Moi, les textes d'avant que j'avais écrits, c'est des textes qui étaient plutôt très actifs, on construit des ponts, on saute dans la mer, des textes avec une forme de vitalité très forte, auxquels je tiens. Mais si vous voulez, pour moi, contre moi, c'était aller dans ces zones qui sont des zones de la douleur. Le début du livre est assez violent. Il y a un rapport à la souffrance et c'était plutôt des zones de la littérature, en tout cas pour moi, de l'écriture, pardon, je devrais d'ailleurs dire, dans lesquelles je n'allais pas parce que, vous voyez, c'est pas complètement mon ethos, c'est pas complètement mon tempérament. Moi, j'écrivais plutôt des livres d'extérieur, d'émancipation, où l'on retrousse ses manches, on est dans les paysages et on vit des aventures, on traverse le monde. Or là, c'est un livre d'hôpital, c'est un livre de couloir, de petits bureaux comme des KGB. Alors évidemment, il y a le fleuve, il y a la mer. Mais si vous voulez, on est quand même, passé cette vague, on est quand même dans des univers assez confinés qui évoquent, effectivement, il n'y a pas non plus le chatoiement de couleurs qu'il peut y avoir dans les autres livres, de sensations, le rapport au paysage est très différent. Là, c'est un paysage très mat, peu de lumière, et voilà. Et on est dans ces univers confinés qui donc évoquent quand même, pour moi, catalysent cette idée de la mort. Alors, c'est vrai que écrire contre moi, c'est un peu me dire, mais il faut que tu regardes ce qui t'arrive et que peut-être que tu puisses trouver voilà, quelque chose qui puisse s'écrire. Mais si vous voulez, pour moi, c'est aller contre sa pente. Et en fait, c'est beaucoup plus intéressant. Enfin, il se passe beaucoup plus de choses, plutôt, si vous voulez, que de revenir dans des endroits ou sur des thématiques que l'on a parcouru et qui vous ont, sur lequel vous avez plus de facilité. Vous reparliez de naissance d'un pont. J'ai l'impression, en vous lisant, que souvent vous écrivez pour construire des ponts entre deux rives, et donc des univers qui ne se touchent pas, qui sont séparés, des ponts entre la vie et la mort. J'ai l'impression que ça vous sert à ça d'écrire. Oui, en fait, ce qui m'intéresse beaucoup, et je vois que c'est cette idée, dans cette idée du pont, il y avait... D'abord, il y a quand même l'idée de la construction. Et c'est vrai que là où je suis totalement d'accord, c'est-à-dire que pour moi, je pense que dans l'idée du roman, il y a quand même l'idée de construire un roman. Vous voyez que... moi, j'ai pas une écriture, vous voyez, une veine vaporeuse, très fragmentaire. J'écris plutôt des mouvements qui sont comme des trajectoires. Hein. C'est des livres qui sont comme des lignes. Et d'ailleurs, je me rends compte que c'est des livres qui sont écrits du point de vue de la fin. Il s'agit de rallier la rive du fleuve, l'autre rive, la rive d'en face. Il s'agit de rallier le corps de Claire. Il s'agit de rallier Vladivostok, etc. Donc c'est des trajectoires. C'est pas des livres, j'allais dire, vous voyez, écrits sur un mode du fragment, de la composition, comme ça. C'est des livres qui sont assez linéaires, souvent soutenus par un protocole. Le pont, la transplantation cardiaque, il y a une partie documentaire qui quand même soutient
c'est vrai que c'est des constructions de livres, pour le coup, assez simples. Ce qui l'est moins, c'est tout ce que ces trajectoires magnétisent comme vie, comme pensée, etc. Mais la trajectoire en elle-même, la vertèbre du livre, elle est toujours donnée par souvent le sujet lui-même. On suit la construction du pont, on suit la transplantation cardiaque. Et ça, c'est l'idée aussi que quand on écrit un roman, c'est ce que je disais toujours, on construit quand même un monde, on instaure quelque chose qui n'existe pas et qui va être la forme à travers laquelle on va donner, produire un rapport au monde, un rapport au langage, un rapport à la poésie, à la politique. Et ça, je trouve ça. C'est vrai que cette idée de construction, elle est importante, d'autant plus que c'est aussi une idée qui fait problème pour moi, dans la mesure où souvent quand je ne suis pas sur ces trajectoires-là, j'ai écrit un livre qui s'appelait Corniche-Kennedy, où il n'était pas question de trajectoire vraiment, mais plutôt de saisir. Des plongeurs. C'est un livre plus immanent. On est adolescent et on est ensemble dans une bande et on va se jeter dans la mer, etc. Et c'est vrai que c'est un livre, la construction me semble beaucoup plus fragile aujourd'hui. Et ce qui tient le livre, c'est plutôt d'autres types de scènes, de pages, etc. Donc, la construction, ça serait peut-être un peu cette histoire d'aller contre moi. Enfin, vous voyez, mais je trouve que c'est intéressant. Alors, ce qu'il y a aussi qui est très évident chez vous, c'est le lien entre la littérature et le territoire. Et nous allons voir dans quelques instants entre les noms et les noms propres et les territoires. Vous dites qu'il n'y a pas de livre sans lieu. On retrouve la fille de Capitaine Doloncourt. Oui, non, c'est vrai que à la fois par le fait que je pense mon père, mais aussi les hommes de ma famille étaient absents et toujours en voyage. La vision que j'avais du monde enfant passait beaucoup par une forme de carte qui était parfois étalée. On suivait les progressions des voyages, mais aussi un certain rapport à l'absence et au lointain, à l'ailleurs, au lointain, etc. Ce qui instaure immédiatement des visions du monde. Et par la suite, j'ai fait un peu d'histoire et pour ma maîtrise d'histoire, j'ai fait un mémoire sur des cosmographies universelles qui ont été écrites en 1575 par deux érudits, donc qui donnaient à travers des atlas une représentation du monde à la Renaissance. Et pour le coup, j'ai passé un an au département cartes et plans à l'ABN, au milieu des cartes, des noms, des carroyages, etc. C'était quand même assez magique. Après, il y a eu quand même cette expérience de la cartographie plutôt pour les guides, où il fallait recueillir tous les éléments pour faire dessiner par des illustrateurs des cartes. Et je vois que c'est quand même toute cette empreinte, toute cette espèce de parcours personnel fait empreinte vraiment de manière très forte dans mon travail. On sent la géographie dans votre écriture, c'est très net. Et c'était quelque chose d'assez valorisé chez moi enfant, la géographie, le nom des villes, le nom des capitales, etc. Je me souviens. Et pour le coup, nommer les pays, c'était un peu des exercices familiaux. Mon père nous faisait réciter tout ça. Vous voyez, et je vois que après, c'est vrai que ça m'a... Le fait que la littérature puisse instaurer un lieu, alors c'est vrai que déjà, moi je trouve que le livre, crée un espace immédiatement, qui est un espace mental, un espace évidemment qui est l'espace de la lecture, mais qui est aussi l'espace de la rêverie autour de la lecture, vous voyez, qui est la façon dont le livre se dépose en vous et dont on le ressasse, dont on le reprend, etc. Ça, je trouve qu'un livre, pour moi, c'est quand même... il y a une dimension d'endroit, de lieu très fort. Et après, dans mes livres, c'est vrai qu'à partir d'un certain... Les lieux sont présents dès le départ. C'est d'abord plutôt des trajectoires un peu nomades, etc. Puis après, c'est vraiment... on fouille un lieu. Par exemple, c'est vrai que Corniche-Kennedy, on ne se sort pas tellement de cette plateforme au-dessus de la mer où ces adolescents se donnent rendez-vous pour faire un peu rien et puis plonger. Et c'est vrai que c'est l'idée de ne s'occuper... Le texte va focaliser un périmètre, mais alors va le fouiller totalement. Et ça, c'est un projet littéraire que je trouvais assez merveilleux, parce que le fouiller totalement, c'est aussi le faire exister aux yeux du monde. Enfin, donc,
Ça, j'ai aimé ça. Puis après, dans le pont, le pont, c'est quasiment le sujet du livre, c'est cette histoire de paysage et comment les hommes réorganisent le paysage, réorganisent les espaces et qu'est-ce que ça produit en termes d'imaginaire et aussi en termes pratiques, politiques, économiques. Ça m'intéressait beaucoup. C'était un livre qui était porté par l'idée de la frontière américaine, les pionniers, etc., la conquête de nouveaux espaces. Et moi, je voulais conquérir de nouveaux mots pour écrire ce livre. C'est pour ça qu'il y avait toute l'idée de l'écriture documentaire aussi. Pour ça, c'était des mots que j'allais chercher. Il y avait une dimension épique qui s'est mise en place avec ce livre et qui est toujours, à mon avis, présente dans Réparer les vivants, dans la mesure où c'est un livre quand même qui... comme vous le dites, qui organise une espèce de translation sur 24 heures. Mais il y a cette ville du Havre qui est quand même assez présente. Au-delà du fait que ce soit un peu un livre d'intérieur et d'hôpital, il y a quand même des lieux très forts qui portent la fiction. Et je ne vois pas du tout comment écrire une fiction sans lieu. D'abord, il y a les lieux, ensuite les noms, les corps, et puis après, la fiction peut se mettre en place. Mais pour moi, c'est jamais l'histoire qui vient en premier. Il faut quand même avoir un lieu qui puisse héberger, accueillir, être peuplé par les personnages, par la fiction. Alors, parmi ces lieux, il y a évidemment les îles. Et vous qui aimez la mer, qui la connaissez bien, les îles sont pour vous. D'ailleurs, elles sont aussi pour la littérature, oui. C'est un topos littéraire, l'île. Hein. C'est vrai que les écrivains, il y a beaucoup de grands romans on pense à l'île au trésor, l'île mystérieuse, enfin on est oui, tous, y compris dans la littérature jeunesse. Bien sûr, oui, bien sûr. Et c'est vrai que dans le dernier livre, À ce stade de la nuit, je fais un sort à cette histoire d'île à cause de l'île de Lampedusa, mais aussi ce que ça draine comme imaginaire littéraire, bien sûr. Voilà, alors nous arrivons maintenant à ce livre qui est votre actualité, que vous venez de publier, À ce stade de la nuit, qui en fait a été une commande et que vous avez écrit en 2013, qui est aujourd'hui tellement d'actualité. C'est en quelque sorte une réflexion sur la résonance qu'a l'actualité, sur quelqu'un, mais pour la première fois, vous employez le jeu, et on peut donc penser que c'est vous. Oui, c'est un jeu, celui d'une femme qui me désigne, en fait, oui. Complètement. Enfin, ouais. Donc vous êtes la nuit, puisque ça se passe... J'ai du mal à dire que c'est exactement moi, mais si vous voulez quand même... Vous qui avez toujours une mise à distance. Mais là, pour le coup... C'est aussi parce que ce texte, il a une sans vouloir lui donner le mettre en orbite de façon exagérée, pour moi, c'était aussi une prise de parole politique, et du coup, je trouvais ça plus fort de dire je, parce qu'il est question de ce nom de Lampedusa pendant tout ce texte, et donc c'est vrai que c'est un texte un peu... c'est assez nouveau pour moi. D'ailleurs, ça m'inquiétait au sens où, de prendre la parole, de dire je, de ne pas passer par la forme de la fiction, mais plutôt de proposer une forme de réflexion, mais qui catalyse quand même qui fait venir des motifs ou des thèmes, qui animent beaucoup mon travail. Alors on va dire la narratrice est dans sa cuisine et entend à la radio, elle va l'entendre toute la nuit, un naufrage près de l'île de Lampedusa qui va faire des centaines de morts. Elle entend ressasser les mots migrants, morts, comme une litanie, et elle va écrire tout au long de cette nuit, écrire à partir d'un nom propre qui migre de ce que représente Lampedusa au début pour vous, une île de cinéma et de littérature, et le visage du guépard et de Burt Lancaster, jusqu'à ce naufrage. C'est-à-dire que c'est un livre qui met en place un mouvement, encore une fois, qui est aussi un mouvement de migration, c'est-à-dire que le nom migre dans la nuit d'un sens à l'autre.
ce que ce livre, enfin ce que j'essayais de montrer dans ce livre, enfin, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que cette femme, elle entend ce nom, mais se met en place d'abord, elle est dans cette situation d'abord très nocturne, c'est une voix radiophonique qui la traverse. Donc il y a cette idée d'une voix qui vient d'ailleurs. Et pour moi, c'est très très important toute cette question de l'écoute en littérature, d'écrire à l'écoute, d'écrire à l'oreille, etc. Et elle entend ce naufrage. Et c'est vrai que ce qui se met en place, c'est une espèce de méditation, ou en tout cas de dérive autour de ce nom de Lampedusa, dont elle se demande qu'est-ce qu'elle entend quand elle entend ce nom. Et en fait, le texte se met en branle avec l'idée que voilà, c'est évidemment le nom, c'est d'abord le visage d'un homme qui est celui de Burt Lancaster, mais parce qu'il incarne le héros il est le héros de 2 films qui mettent en scène des naufrages, donc le Guépard, parce que j'ai vu le Guépard comme aussi un film sur le naufrage de l'aristocratie sicilienne. Oui, d'ailleurs, vous nous expliquerez après, si vous le voulez bien, comment, pour moi, le Guépard reste ce bal avec Claudia Cardinal dans les bras d'Alain Delon devant Burt Lancaster, qui était si beau. Oui. Et pour vous, ce bal est vécu comme un naufrage. Oui, c'est-à-dire que ce bal, il est donné chez les Pantoleone, c'est la haute aristocratie palermitaine, et en fait, il est destiné à introduire le personnage de cette jeune fille, Angelica, qui est quand même une étrangère au sens social, c'est-à-dire qu'elle n'est pas issue du même monde que les personnes qui sont réunies dans ce palais, qui tous sont des aristocrates. Elle est la fille d'un paysan parvenu, d'une certaine manière, et riche, parvenu, et qui... Donc, il y a une alliance, c'est-à-dire que la dot de cette jeune fille va permettre d'enrichir et peut-être de sauver un peu le patrimoine des Salinas, qui sont la famille du Guépard. Et en fait, si vous voulez, cette danse, elle est interminable. La scène du bal me semblait très déséquilibrée quand j'ai revu le film, parce qu'elle occupe quasiment un tiers du film. Et surtout... Visconti s'attarde énormément, et plus à mon avis que dans le livre, qui est donc écrit par un homme qui s'appelle Lampedusa, parce qu'en fait, qui a écrit un seul livre d'ailleurs, voilà, et qui a écrit celui-là, qui est posthume. Et Visconti s'attarde sur l'aspect, j'allais dire, pourrissant de cette société, extrêmement marquée par l'endogamie, par le refus de l'étranger, par quelque chose de très clos, de très fermé, de gens qui vivent sur le foncier, mais finalement des sociétés très peu aérées, très peu oxygénées. Et Angelica apparaît comme cette espèce d'oxygène nouveau, mais qui en même temps perturbe. Et donc c'est vrai que l'idée de Lampedusa, c'est pourquoi on pense à Burt Lancaster, parce que c'est le nom d'un écrivain, et le nom qui résonne avec le nom de ce film. Et puis aussi, c'est le nom d'une île et qui me faisait penser à d'autres îles, notamment une île où je me rends souvent. J'avais écrit une nouvelle dessus qui est Stromboli, etc. Et en fait, voilà, ce livre essaye de construire dans le langage, de remplir avec l'écriture et avec aussi une forme de digression, parce que l'écriture, elle est souvent digressive. Les romans, ils s'écrivent par digression, par analogie. On a beau vouloir suivre ce cap, il est aussi intéressant parce que l'écriture passe ailleurs. Enfin, il ne s'agit pas bêtement d'aller toucher sa cible, c'est tout le trajet qui est intéressant, même s'il faut y arriver. Et du coup, moi, ce que je voulais arriver à dire, c'est que Lampedusa, pour moi, ça a été d'abord un nom extrêmement voluptueux, assez sensuel, qui est ce nom de ce bal, et puis le nom de cette île, le nom des îles, les îles de Sicile, et puis que par un espèce de transfert de sens, et par une accumulation d'images, de digressions, de sensations, et évidemment, ce qui s'inscrit là, c'est une forme de violence politique, on arrive à un nom qui désigne aujourd'hui
voilà, quelque chose qui se passe dans notre espace politique qui est l'espace européen, en Sicile, et qui est le naufrage de ces migrants. Alors j'aimerais que vous nous en lisiez un passage. J'avais pensé à celui qui commence par écrire, c'est instaurer un paysage, mais bien sûr, vous êtes heureusement libre de choisir celui, parce que j'aimais beaucoup aussi le passage sur Stromboli. Je vais lire jusqu'à... Bien sûr. Je me dis parfois qu'écrire, c'est instaurer un paysage. Les îles, et plus encore les îles désertes, sont pour cela des matériaux de haute volée, leur statut géologique amorçant déjà une écriture, portant un récit. Essaimées sur la mer, les îles surgissent comme des creusets à fiction ou des aimants dispersés sur l'imaginaire. Elles émergent soudain, formes finies au milieu de l'infini, formes dont on peut saisir les contours et que l'on peut tenir dans un seul geste, comme on tient un caillou dans son poing, comme on cadre une image dans l'objectif de l'appareil photo. C'est un espace clair qui impose ses contours, créant aussitôt un dedans et un dehors. Les îles sont comme des idées. Désertes, elles fascinent, opèrent comme des réserves, captent les histoires et abritent les hommes depuis la création du premier poème. Hébergent les évadés, les meurtriers, les généraux mégalomanes, les capitaines visionnaires, les acteurs misanthropes et les milliardaires naturistes, piègent les malades en quarantaine, les enfants rebelles, les bagnards et les réfractaires de toutes sortes, les peintres hallucinés, les reines mélancoliques et tous ceux que la société renvoie à la mer. Hétérotopie, elles sont des espaces différents, ces autres lieux faits d'une espèce de contestation à la fois mythique et réelle de l'espace où nous vivons, écrit Michel Foucault. On y échoue par le chant des sirènes, à l'issue d'une tempête qui aura éclaté la coque du navire, après s'être évadé d'un bâtiment ennemi où l'on était tenu au fer dans la soute, après que le paquebot a sombré, torpillé par un sous-marin allemand, ou qu'il a échoué lors d'une manœuvre inattentive. Le vendredi 13 janvier 2012, le Costa Concordia se couche devant l'île du Giglio. On raconte que le capitaine flirtait. Après avoir plongé depuis un voilier pour suivre un poisson multicolore qui aurait fui vers les coraux, après avoir perdu son cap, ou par hasard. On y achoppe après avoir été embarqué de force, avec d'autres mêmement terrorisés, dépouillés, violés, battus, soumis, bousculés, le canon d'une mitraillette rouillée balayant le fond d'un chalutier beaucoup trop petit pour cette charge humaine et qui jamais ne parviendra au port. On aura nagé pendant des heures, flotté parfois, plusieurs jours, accroché à une poutre, ou finalement lâché prise et d'épuisement confié son corps à la vague. On aura gémi sur le dos, les yeux clos et les vêtements déchirés, ou bien nus comme au premier jour et inconscients de l'être, jusqu'à ce qu'une bergère passe par là, décidant sur le champ de pratiquer l'hospitalité, jusqu'à ce qu'une reine ouvre sa couche. Et plus tard, on s'y réveille, on y survit, on est comme dans un rêve. Parfois, on y recrée le monde, le feu et la forge, la chasse et la cueillette. On y repense la politique, le régime de pouvoir et de propriété. On y recense tout ce qui pousse, on identifie, on classe et parfois même on dessine avec des pigments naturels déloués dans une calebasse. On est seul, on pleure et on se branle un peu. On rencontre parfois une autre créature humaine, un monstre, des êtres anthropophages, des Indiens et des perroquets qui chantent la bacarole. Et un jour, un flash. On se souvient d'une carte au trésor vue dans une autre vie, la vie continentale. On la reconstitue. On voudrait faire fortune sans plus savoir pourquoi. On pense à sa femme, à son père, à son fils. On s'obsède d'un amant parti en mer et on s'appelle par exemple Ulysse, Jim Hawkins et Long John Silver, Robinson Crusoe, Vendredi, Sarah Woodworth, Theodora Dawn, et il arrive aussi que l'on se nomme Calypso, Napoléon, Capitaine Nemo, Edmond Dantès, Marlon Brando, Finbar Perry, Adèle H ou Antonia. Magnifique passage. Parmi les critiques très positives que vous avez eues ces dernières semaines, il y a un article du Monde dont le titre est « Un texte refuge » et où il est dit « L'hospitalité », et vous parlez d'hospitalité dans ce passage-là, désigne la vocation de l'écrivain. Est-ce que vous pensez cela? Et est-ce que vous vous sentez un écrivain engagé en ayant écrit ce texte? Alors,
Est-ce que c'est la place d'un écrivain, d'ailleurs, d'être engagé? Oui, alors ça c'est une question que je trouve vraiment passionnante. Donc dans ce livre, c'est vrai que dans cet article, l'éditorialiste disait voilà, la vocation de l'écrivain, c'est l'hospitalité. Et je trouve ça très fort dans la mesure où c'est vrai que écrire, c'est quand même... Il y a l'idée d'accueillir. Alors évidemment, d'accueillir le lecteur en premier lieu. Hein, c'est celui à qui l'on donne hospitalité, où l'on fait hospitalité. Il y a quand même cette idée d'accueillir. Et d'accueillir, évidemment... pour moi, le monde, la fiction, quand on parle de lieux dans les livres, c'est toujours des lieux qui existent, qui sont instaurés par l'écriture pour accueillir des histoires, pour accueillir des personnages. Et pour moi, voilà, cette notion d'hospitalité, elle est totalement consubstantielle de l'idée d'écriture. J'y avais pas pensé avant de lire. Vous voyez, je ne me l'étais pas formulé avant de lire cet article, mais il m'a beaucoup déplacée de ce point de vue-là. Je pouvais dire aussi que l'écriture était une empathie. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu formuler à propos de quand je parlais de réparer les vivants, c'est-à-dire qu'il y a une dimension d'empathie avec le monde qui m'entoure. C'est-à-dire je comprends mal, ou plutôt je ne me reconnais pas dans des écritures qui ne feraient pas ce geste, si vous voulez, d'entrer en contact avec le monde. Hein. Pour moi, ce que je recherche, c'est quand même une littérature de contact, hein, c'est-à-dire l'idée quand même que entre le travail littéraire sur le langage, etc., l'écriture, et le monde réel, il y ait quand même se construise un rapport. Hein. Pour moi, la littérature, elle n'est pas ex nihilo, il s'agit quand même de se placer dans le monde, d'écrire aux yeux du monde, et la question du lecteur comme une espèce de figure de l'altérité qui est induite même dans le geste d'écrire, au sens où je me dis que j'aurais jamais écrit si j'avais pas eu envie d'être lu, par exemple. Vous voyez, il y a des gens qui peuvent écrire pour eux, qui tiennent en secret enfin en secret, en tout cas qui tiennent des journaux ou qui écrivent des romans, sans avoir forcément le désir de les montrer. Dans mon cas, écrire, c'est déjà un geste qui, en lui-même, induit la présence d'un autre, etc. Donc, pour moi, ces notions d'accueil et d'empathie, elles sont très importantes. Et de ce fait, je trouve que déjà, l'écriture est une forme d'engagement, dans la mesure où c'est quand même toujours un acte public qui est, quand on est publié, quand on a Mais vous voyez, au sens où... c'est un acte qui concerne, c'est un objet que l'on met en circulation dans l'espace public, et il y a une forme de présence que l'on a qui est quand même résorbée dans le livre. Mais plus encore, pour moi, l'engagement, le plus fort engagement, c'est évidemment dans le travail et dans le travail du sens, et notamment dans le travail vraiment littéraire. Et j'ai l'impression de mettre un peu toutes mes forces d'être extrêmement engagée dans mon travail d'écriture. Alors ça, si vous voulez, après, pour moi, il y a déjà une espèce de politique littéraire qui se met dans cette histoire de geste d'écrire, qui est pour moi un geste éminemment politique, parce qu'il regarde la cité, parce qu'il regarde les autres, parce qu'il regarde le lecteur, parce qu'il il propose une vision du monde, il instaure des espaces, des histoires. En tout cas, pour moi, c'est toujours éminemment politique. Après, il y a l'idée que dans écrivain engagé, l'écrivain met sa plume au service d'une cause. Et ça, c'est une idée dans laquelle moi, je me reconnais moins, dans la mesure où j'aime davantage l'idée que la littérature est assez sauvage et, si vous voulez, ne doit être jamais utilisée ou fonctionnalisée par une autre chose qu'elle-même. Voilà. Alors après, évidemment que les livres doivent charrier de la pensée, que les livres doivent charrier des idées, et qu'en ce sens-là, l'écriture leur donne une forme et qu'elles sont partagées. Et pour moi, ça c'est le geste politique. Mais vous voyez, je
je ne me vois pas raisonner en me disant je vais faire un livre pour que les gens donnent leurs organes, je vais écrire Réparer les vivants. Ça ne se passe pas comme ça. C'est plutôt parce que j'ai mis tant d'engagement à écrire Réparer les vivants que ça devient un livre qui peut en fait avoir aussi une existence très militante, très politique. Vous voyez, c'est pas la même démarche. Oui, et on retrouve ce que vous disiez à François Bunel, qui est décidément très présent ce soir à la Grande Librairie il y a quelques semaines, c'est que c'était votre langage qui était un geste contre l'indifférence. Oui, c'est-à-dire pour moi, en tout cas dans ce livre, à ce stade de la nuit, ce qui m'intéressait, c'était de faire résonner un nom propre et puis vous voyez, il y a une espèce de longueur d'onde, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend et réellement me poser la question. Et évidemment que le livre, il fait un grand détour par le cinéma, par la littérature, par mes souvenirs personnels, etc., avant de, si vous voulez, faire émerger cette scène de naufrage finale. Et on pourrait se dire, ah bon, mais alors, elle fait tout ce chemin, ça ne vient pas immédiatement, cette révolte. Non, il y a une espèce de construction du sens dans ce livre, parce que c'est le temps de la littérature, et que le temps de la littérature, ce n'est pas un temps qui est immédiatement un temps émotionnel, etc. C'est un temps où les choses se construisent par un travail dans le langage, et en fait, il y a un chemin. C'est cette idée de construction dont vous parliez. Et c'est vrai que pour le coup, moi je pense que ce qui est la première chose qu'un écrivain ou un écrivain doit s'engager, ça va sembler trivial, mais ce n'est pas toujours le cas, c'est dans le langage, dans l'écriture, dans le rapport qu'il instaure avec justement les mots, les phrases, à qui il s'adresse, comment dire, comment faire circuler le sens, c'est quoi ce travail-là, c'est quoi cette vérité-là. Et je pense que déjà, cet engagement-là, c'est déjà un gros travail. Et quand on lit vos romans, on voit des images. Est-ce que vous êtes un écrivain influencé par le cinéma ? Je sais que Réparer les vivants va bientôt être adapté. Il finissait le tournage jeudi dernier. Voilà, donc, et il sort sur les écrans quand ? Je pense que ce sera plutôt à l'automne prochain. Et est-ce que vous avez accompagné l'adaptation ? Réparer les vivants a été au théâtre aussi. Oui. A été joué à Avignon en juillet dernier, alors, je crois. Dans les deux cas, j'accompagne, si vous voulez, mais je n'interviens pas. Alors, en revanche, je peux dire des choses, parfois même, je peux dire que ça me plaît beaucoup, je peux dire que je comprends moins ces options-là. Ce qui est une façon d'intervenir, mais si vous voulez, je n'infléchis pas de manière autoritaire les projets, dans la mesure où je pense que mon livre, je l'ai écrit, et de fait, il migre ailleurs, il est ressaisi par le théâtre, par le cinéma, que c'est une façon, c'est des piratages qui me réjouissent en plus, parce qu'il y a l'idée que c'est une histoire qui prolifère, enfin, qui devient autre chose que ce qu'elle était, que ça se transforme. Et ce qui m'impressionne dans le cinéma et dans le théâtre, c'est la question du corps et des visages, notamment. Si vous voulez, j'ai toujours l'idée que quand on lit, par exemple, Madame Bovary ou même Jean Valjean, là je relis Les Misérables, alors je pense à lui, il est quand même extrêmement décrit dans Les Misérables. Pourtant, Hugo aurait peut-être pu écrire sur 100 pages la silhouette de Jean Valjean. Le lecteur n'a pas la photo de Jean Valjean pour autant. Il subsiste quelque chose qui fait que le lecteur se forme, ou d'ailleurs non, mais enfin, une image de Jean Valjean. En tout cas, l'écriture, le visage ne peut pas être dit par l'écriture. C'est quelque chose d'ailleurs qui me trouble pas mal. Le cinéma, immédiatement, incarne avec un corps, donne un visage à un personnage. Et ça, pour moi, c'est très, très impressionnant. Mais ça me fait plaisir, en tout cas, ça me rend même vraiment heureuse que le cinéma, il va y avoir même deux adaptations au théâtre. Il y en a une qui a été présentée à Avignon, il y en a une autre qui va être présentée au CDN de Sartrouville. Et voilà, alors évidemment, c'est des corps
très tangibles, et tout d'un coup tout existe dans les images de la vraie vie. C'est assez impressionnant. Pour moi, ce qui compte quand même, c'est que que les artistes qui s'en saisissent travaillent librement. Vous voyez, il a fallu couper, je sais pas, 200 pages pour la pièce de théâtre, et les scénaristes et la réalisatrice de Réparer les vivants ont fait aussi des choix. Et voilà, ça s'appelle adapter, c'est-à-dire que c'est le livre, et en même temps il y a autre chose en plus, ou pas on n'est pas dans des adaptations littérales. Je trouve ça intéressant qu'il y ait quelque chose qui se transforme. Vous parliez des Misérables. Est-ce qu'il fait partie des 15 livres que vous êtes en train de rassembler pour écrire un nouveau roman? Alors là, je le relis, je pense qu'il va rentrer dans la collection. Et donc, il y a un roman qui est... Le voyage va bientôt commencer vers un autre projet littéraire. Je reviens en fait au projet sur lequel je travaillais que je commençais à initier quand j'ai commencé Réparer les vivants. Alors, c'est plus la même chose parce que la vie vous transforme. Et évidemment qu'il a pris un peu... alors, je dis pas... c'est un projet qui est différent parce qu'il a été traversé par Réparer les vivants. Donc, ce livre a lui-même changé. Mais oui, là, c'est... Mais c'est vrai que c'est une grande chose de lire Les Misérables, quand même. Enfin, de le relire, parce qu'en fait, on le lit souvent dans les périodes... un peu de formation scolaire, et puis quand on le reprend, c'est quand même quelque chose d'extrêmement étonnant. Je suis très partie là dans cette lecture. Alors nous arrivons à la fin de cette rencontre. Je vais, comme tous mes invités, vous soumettre au questionnaire de pivot. Je voudrais vous poser une dernière question sur la littérature jeunesse, parce que nous n'avons pas abordé cette partie-là de votre œuvre, mais vous écrivez aussi pour la jeunesse. L'importance de faire lire les enfants et la responsabilité que c'est en même temps d'écrire pour un enfant et de lui donner, de ce fait ou pas, l'envie de lire. Ouais, ça c'est, je trouve que c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire que pour moi, les auteurs de jeunesse, mon admiration va vers eux quand même, parce que on se rend pas bien compte, enfin, à quel point c'est compliqué, si vous voulez, d'abord quand on est adulte, ce que ça demande comme travail. C'est-à-dire que l'auteur de jeunesse, moi j'estime pas être un auteur de jeunesse, mais c'est vrai que j'ai écrit ces 2 albums et j'ai été très heureuse de le faire. Mais il y a des auteurs qui écrivent régulièrement pour la jeunesse, ce qui implique quand même que l'on trouve qu'on se mette à hauteur d'enfant. Ce qui n'est pas le surplomb de l'adulte qui va dispenser une bonne parole à un enfant, et ce qui n'est pas non plus cette espèce de langage simplifié et infantile. Il faut lire... les grands textes pour la jeunesse ne sont jamais des textes infantilisants. Ce sont toujours des textes qui prennent les enfants... qui se place à une hauteur de vue qui quand même peut pour moi saisir ce que c'est que la fantaisie de l'enfance, qui est quand même quelque chose qui, une fois adulte, peut s'éloigner. C'est cette extrême liberté des enfants, leur côté, par exemple, notamment assez sauvage, pas encore totalement soluble dans les pratiques des adultes, etc. Et il y a cette fantaisie, et il y a cette radicalité des enfants qui est quand même, et cette puissance d'imaginaire. On lit par exemple Tom Sawyer, Huckleberry Finn, c'est merveilleux à lire. C'est-à-dire qu'il y a toute la fantaisie et en même temps la puissance des enfants qui se réinventent des mondes, qui fuient, qui essaient de trouver une liberté. Moi, je trouve que c'est effectivement très important que, évidemment, des textes comme ceux-là existent et puissent être donnés à lire. Moi-même,
je pense que j'ai été extrêmement nourrie par des textes qui étaient vraiment des textes pour enfants, à commencer par Boucle d'or, La petite poule rousse, etc., qui sont des textes complètement merveilleux et qui n'ont rien de bébé, justement, qui sont des histoires, au contraire, qui résonnent par plein de biais dans des imaginaires enfantins, de la répétition, la ritournelle, et puis il y a une menace et quelqu'un est venu dans la maison. Etc. Et moi, je trouve que c'est extraordinaire. Alors après, c'est très difficile. Alors Mélisse, dans quelques instants, donc le questionnaire de pivot. Je vais, juste avant de conclure cette rencontre, d'abord vous remercier de votre présence, si nombreuse encore ce soir. Vous souhaitez en cette fin d'année tellement difficile de très bonnes fêtes. J'espère que vous entrerez chez vos libraires, chez votre libraire. C'est un moment où, je pense particulièrement en cette fin d'année, où il faut lire des livres qui font réfléchir, lire des livres qui font plaisir. Notre prochaine rencontre, ça sera le 23 février avec quelqu'un que vous connaissez bien, Philippe Claudel, qui sort un grand roman en janvier, qui vient de sortir un délicieux petit livre, 2 actualités littéraires. C'était évident que j'avais envie de le recevoir à nouveau. Et puis je vais vous donner un scoop, c'est Philippe Claudel qui présidera notre prochain Livre sur la place en septembre. Il participe avec 34 auteurs à ce petit livre « Bienvenue pour les réfugiés », que je souhaitais ce soir vous faire connaître. Donc un grand merci bien sûr à vous, Maëlys, pour votre présence. Et en conclusion, quel est votre mot préféré? C'est le mot source. Source. Et celui que vous détestez? Race. Quel est le son, le bruit que vous aimez? Le bruit de la mer. Le bruit de la mer. Et celui que vous détestez? Je n'aime pas le bruit des craies sur les tableaux noirs. Je partage. Quel est votre juron, gros mot ou blasphème préféré, si vous en avez un? Alors, bordel, mais c'est pas... Oh, c'est gentil, ça. Ça va. Et la dernière question, toujours la même. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire? Pourrait me dire tu as été une bonne vivante. Maëlys, merci beaucoup. Maëlys dédicace à l'entrée de la salle. Un grand merci.